Radio One jusqu'à 20h, c'est le Sunday Time. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur radio-one.fr. C'est parti pour le Sunday Time, on est ensemble et en direct jusqu'à 20h. Et au programme aujourd'hui le journal dans quelques instants, tout en direct jusqu'à 19h30. Ensuite à 19h30 on parlera bien évidemment de la bourse avec Grégoire, un retour sur toute l'actu bourse de la semaine. 19h35, quel avenir pour la Grèce justement, l'Europe ou l'indépendance, c'est ce que nous verrons tout à l'heure avec notre ami Karl. Et puis on terminera par un peu de sport et du football. Faut-il être inquiet pour l'équipe de France après une série de 2 défaites pour clôturer une saison finalement ratée donc pour les Bleus? Mais ça on en reparlera tout à l'heure, puisque avant tout il est 19h01 et c'est le journal. Radio One, le journal. Et à la une de votre journal, le robot Philae s'est réveillé après un silence de 7 mois et transmis un message de 40 secondes. On revient sur tout cela dans quelques instants avec les précisions d'Alain Gastal. La violente explosion qui a coûté la vie à 3 adolescents en Haute-Loire est vraisemblablement due à des mélanges chimiques afin de pimenter le jeu d'Airsoft prisé par les jeunes. Porsche a remporté la 83e édition des 24 heures du Mans. C'est la première fois que l'écurie arrive en tête de cette course depuis 17 ans. Mais tout d'abord donc le robot Philae qui avait atterri sur la comète Chury à plus de 500 millions de kilomètres de la Terre il y a un peu plus de 6 mois, a de nouveau donné signe de vie. Le Centre national d'études spatiales a capté un signal de 40 secondes samedi soir vers 23h via la sonde Rosetta qui se trouve en orbite à 20 km de la comète. Philae avait voyagé 10 ans sur la sonde Rosetta avant de se poser en novembre dernier sur la surface de la comète, mais il avait cessé d'émettre après quelques heures. Philae s'est donc réveillé. Les précisions avec Alain Gastal. C'est un signal court, à peine plus de 40 secondes de transmission de données qui sont parvenues à la sonde Rosetta hier soir vers 23h, mais cela indique que le robot s'est bien réveillé. Philae avait réussi à se poser sur la comète Chury le 12 novembre dernier, mais son atterrissage avait été mouvementé après plusieurs rebonds. Il n'avait fonctionné que quelques heures avant de cesser toute émission. Les tentatives pour communiquer de nouveau avec lui depuis la sonde Rosetta, qui se trouve à 20 km de la surface de la comète, avaient tout échoué, et les experts du CNES, qui avaient fait de nombreuses tentatives ces derniers mois, craignaient que les poussières aient endommagé le robot, ou encore que le froid inférieur à moins 50 degrés et la rareté de la lumière ait altéré ses capacités. L'espoir résidait dans le fait que la comète Chury se rapprochait dans sa course du Soleil, qui pouvait donc réveiller les batteries solaires de Philae. On se donnait jusqu'au mois d'août pour obtenir un résultat qui, semble-t-il, est arrivé avec un peu d'avance. Toulouse, Alain Gastal, France Info. Merci beaucoup Alain pour toutes vos précisions. En tout cas l'aventure continue donc pour ce petit robot donc pour lequel on attend encore un peu plus même de résultats. Après 1 mois et demi de conflit et 3 jours de grève, le directeur général de l'AP-HP Martin Hirsch a envoyé un courrier à l'intersyndicale. Il propose de rouvrir les discussions sur la réorganisation du temps de travail, alors que depuis 2 jours les syndicats refusent de revenir négocier et que la PHP dit vouloir préserver 4000 emplois menacés par les économies exigées. Une page blanche des négociations qui repartent donc à zéro, et donc cette direction de la PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui propose des mêmes garanties pour les futures négociations. Enfin, Martin Hirsch assure vouloir rechercher dans la mesure du possible un accord majoritaire. Avec ce document, Martin Hirsch opère donc un véritable revirement stratégique, peut-être sous la pression d'un ministère de la Santé visiblement agacé. La ministre de l'écologie Ségolène Royal affirme qu'elle a demandé aux jardiniers d'arrêter de mettre en vente le désherbant de Monsanto, Roundup. Elle affirme que la France doit être à l'offensive sur l'arrêt des pesticides. On écoute justement Ségolène Royal.
Le grand avenir du vin, c'est un jour que tous les vins soient bio. Il faut arrêter les pesticides. Il y a d'ailleurs maintenant des maladies professionnelles qui sont reconnues chez les viticulteurs, chez les ouvriers viticoles. Tous les problèmes de cancer liés à l'absorption et à la respiration des pesticides. Alors, je crois que la France doit être à l'offensive sur l'arrêt des pesticides. Et d'ailleurs, elle doit être aussi à l'offensive sur l'arrêt des pesticides dans les jardins. Et je vous annonce que j'ai demandé aux jardineries d'arrêter de mettre en vente libre le Roundup. C'est l'annonce que vous faites. Monsanto. Voilà, donc Ségolène Royal et en tout cas la ministre de l'écologie est même allée plus loin, déclarant que dans les jardins aussi il fallait stopper les traitements excessifs des plantes. Je vous annonce que j'ai demandé aux jardineries d'arrêter de mettre en vente libre le Roundup de Monsanto. Voilà donc la déclaration aujourd'hui de la ministre de l'écologie. François Hollande indique dans une interview accordée au journal Sud-Ouest ce dimanche que le prélèvement des impôts à la source sera engagé dès l'an prochain pour une application en 2018, confirmant ainsi un calendrier déjà évoqué le week-end dernier sur France Inter par le ministre des Finances Michel Sapin. Le chef de l'État estime en effet que cette réforme attendue par les Français doit être menée à bien pour être mise en œuvre étape par étape et ça ne peut pas se faire en moins de 3 ans. Voilà ce qu'a déclaré François Hollande. Les impôts sur le revenu seraient donc retirés directement du salaire au moment du versement et non plus payés a posteriori par les contribuables, un système qui coûterait moins cher à l'État, un serpent de mer fiscal qui demande tout de même encore de nouveaux ajustements. Toujours en politique, le Premier ministre Manuel Valls fait à nouveau son mea culpa ce dimanche dans les colonnes du JDD. Le chef du gouvernement admet qu'il a fait une bourde en allant assister à la finale de la Ligue des Champions à Berlin samedi dernier en avion de la République. Il faut dire que depuis une semaine, la polémique ne retombe pas. Après s'être excusé et avoir proposé le remboursement de 2500 € pour le trajet de ses 2 fils, il affirme « J'ai pu donner l'impression aux Français que je me consacrais pas entièrement à eux ». Manuel Valls qui regrette donc son acte. Le chanteur Michel Delpech, atteint d'un cancer de la gorge, pourrait s'éteindre d'ici octobre prochain. Voilà ce qu'a révélé l'animateur télé Michel Drucker qui a pris la parole pour son ami chez nos confrères de France Bleu Provence cet après-midi. On écoute. C'est un secret pour personne. Michel est à la fin de sa vie. Je le vois régulièrement. Et si je vous le dis, c'est qu'il m'a demandé de le dire. C'est pour ça qu'hier, j'ai fait référence à son courage exceptionnel. Il a cru que son cancer de la gorge s'était terminé. Et il a pensé qu'il rechanterait. Et puis, il a eu une récidive. Et ses médecins lui ont dit la vérité il n'y a pas longtemps. Moi, je vois Michel toutes les semaines, puisque c'est un copain à moi depuis toujours. Et il y a d'ailleurs dans mon livre l'extrait de la chanson quand j'étais chanteur et que je pétais les plombs, c'est dit la chanson. Et il m'a dit, tu vas dire sur scène, parle de moi. J'ai dit oui, mais je fais un livre, parle de moi dans ton livre, parle de moi sur scène. Et il m'a dit une chose absolument incroyable il y a quelques jours, il m'a dit, je ne serai plus là quand tu seras sur scène, alors fais-le moi. Alors je lui ai fait 45 minutes de mon stand-up dans sa chambre, en face de lui, et j'ai appris hier qu'il était à l'hôpital, qu'il a quitté son domicile. Je ne dévoile rien puisqu'il me l'a demandé. Il m'a dit parle de moi, donc je parle de Michel. Pour un chanteur, avoir un cancer à la base de la langue, vous imaginez ce que c'est. Mais Michel, il est extrêmement courageux. Depuis qu'il sait, il a toujours su que c'était grave, surtout la récidive, il sait que je suis fils et frère de médecin. Et puis il y a quelques jours, il a demandé à ses médecins, bon d'accord, je sais, combien de temps? Lui, je vous dis la vérité. Il me dit écoutez, septembre, peut-être octobre maximum. Il a reçu ça très bien, il savait qu'il était malade. Alors maintenant, il vit avec ça, et je vais le voir, et voilà, quand Jacques Brel est sorti de l'hôpital, Jacques était un ami à moi, j'ai piloté avec lui. Et quand on lui a dit, t'as un cancer du poumon, il a voulu savoir, on lui a dit, évolution lente. Et il savait que il y a eu une échéance. Il a fait le tour du monde en bateau, avec sa fille, avec Madeleine. Il a piloté, il a terminé aux Marquises en déposant le courrier. Il a vécu. Et Michel m'a dit l'autre jour, il me dit, toi, moi, j'avais pas le temps de vivre encore quelque chose de fort. Il est extrêmement courageux. C'est la première fois que quelqu'un me dit, parle de moi. Dis que je suis courageux, parle de moi tout le temps. Donc je parle de lui.
Voilà donc Michel Drucker à propos donc de Michel Delpech. Ce dimanche c'était la journée mondiale des donneurs de sang et à cette occasion 300 centres ont été dédiés dans toute la France. L'objectif est de faire le plein avant les vacances estivales, période pendant laquelle les dons sont plus rares. Reportage en Meurthe-et-Moselle. Événement inhabituel dans cette salle de spectacle de Toul. 300 personnes vont se relayer ici ce week-end pour donner leur sang. C'est la première fois pour Catherine. Et il faut que je joue avec la bouboule, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord. Elle est venue avec une amie qui l'a aidée à dépasser son appréhension. Oui, on peut avoir un peu certaines craintes, ouais, quand même. Moi, la première. Quelles étaient vos craintes et comment ça se passe? C'est parce que je pense qu'on ne sait pas assez comment ça fonctionne, quoi. Ouais. Et puis le fait d'être accompagné, ça donne un petit élan, quoi. Ouais, voilà. Mais bon, c'est de passer le cap, quoi, voilà. 300 centres éphémères comme celui-ci sont ouverts ce week-end en France. Cette fois, ce sont les médecins et infirmiers qui se déplacent pour aller à la rencontre des donneurs. Pour monter au centre de don, c'est sur les horaires de boulot et du coup c'est difficile de pouvoir faire son don. Et là c'est bien avec les équipes mobiles, c'est pratique, c'est à côté de chez soi et c'est à des horaires bien. Ces dons, anonymes, durent en moyenne 45 minutes. Pour répondre aux besoins, 10 000 dons par jour sont nécessaires. Et l'été est traditionnellement une période creuse. L'été, il y a plus d'accidents. Hein. Et puis, il y a moins de donneurs parce qu'on bouge beaucoup et avec les vacances, on donne moins. L'objectif est également de fidéliser de nouveaux donneurs, plus jeunes, puisque l'âge moyen est de 65 ans. Voilà donc... journée mondiale du sang, de don du sang, tout ce dimanche en France. L'explosion qui a coûté la vie à 3 adolescents à Baz-en-Bassée aurait été causée par des produits chimiques utilisés par un jeu proche du paintball. Samedi après-midi, ils se retrouvaient dans une cabane abandonnée, totalement détruite par la déflagration. Les explications sur place, Laurine Dubuis. Qui les a menés sur la piste du jeu d'Airsoft qui aurait mal tourné, c'est la découverte d'une réplique d'un pistolet automatique utilisé justement dans la pratique du Airsoft, ce jeu de pistolet à vie lancé par de l'air comprimé. Et effectivement, ils ont retrouvé des traces d'acétone et d'acide chlorhydrique, deux substances qui servent à l'élaboration d'explosifs qui permettent notamment de recréer des éléments de fumée, des écrans de fumée pour se protéger et pour pimenter un petit peu le jeu selon le vice-procureur du parquet du Puy-en-Velay en charge de l'enquête. Effectivement, le vice-procureur parlait d'un jeu qui a mal tourné puisque ces 4 adolescents ont trouvé la recette de ces substances explosives sur Internet, sur des sites totalement ludiques. Et effectivement, pour l'instant, il faut encore déterminer comment ils se sont procurés l'ensemble de ces substances, qui les a fournies. Et l'enquête est toujours en cours et effectivement, l'autopsie devrait avoir lieu très rapidement, peut-être demain, pour permettre d'en savoir plus. Laurine Dubuis est justement, écoutez à présent Benoît Marius, président de la Fédération française d'Airsoft. Il appelle les joueurs à pratiquer un Airsoft responsable. Il répondait aux questions de Benjamin Elie cet après-midi. Il arrive qu'on utilise des fumigènes dans l'activité. Ça reste marginal, mais ça arrive. Par contre, dans ce cas-là, on incite les joueurs à ne surtout pas jouer aux apprentis chimistes et confectionner eux-mêmes les fumigènes, parce que ça peut être très dangereux. On trouve d'ailleurs des vidéos sur Internet qui donnent pas forcément des bons conseils, avec des produits instables, donc comme l'acétone et l'acide chlorhydrique. Et donc, pour l'activité, il existe des fumigènes vendus par certaines marques en magasin qui sont tout à fait propres à l'utilisation en jeu, et donc sans risque. Alors malheureusement, ça arrive régulièrement, les faits divers en sont la preuve. Et nous, c'est pour ça qu'au niveau de la Fédération française d'Airsoft, on appelle les joueurs à pratiquer ce qu'on appelle un Airsoft responsable, histoire de faire attention. On joue avec des répliques d'armes, c'est pas des Game Boy, c'est quelque chose qui déjà peut choquer un petit peu le public, et c'est une raison de plus pour laquelle il faut se montrer responsable et faire attention avec ce qu'on manipule. Et effectivement, les explosifs normalement ne font pas partie du tout de l'activité de l'Airsoft. Là, on parle vraiment comme n'importe qui pourrait bricoler ça dans son garage. Est-ce que vous déconseillez aux adolescents de pratiquer l'Airsoft? Je dirais, je leur déconseille pas, mais je les invite à voir avec leurs parents, pour se renseigner dans quel cadre ils vont pouvoir pratiquer dans une association qui met en place tous les prérequis légaux pour pouvoir les accueillir de façon responsable. Alors, on a des magasins en France qui sont spécialisés dans l'airsoft, donc ils vendent des répliques. La plupart des commerçants respectent la législation, donc refusent de vendre à des mineurs.
ce qui est une bonne chose. Par contre, ils ne peuvent pas refuser de vendre aux parents. Et malheureusement, on a un phénomène qui est très commun avec les parents qui vont acheter des répliques pour ensuite les donner à leurs enfants, ce qui est illégal. Mais au-delà de cet achat en France, maintenant avec les sites internet, l'airsoft vient de l'Asie. Et on a des très gros sites internet en Asie qui vendent des répliques dans le monde entier. Et donc très facilement, sans aucune pièce d'identité, on peut commander par le biais d'internet des répliques d'une puissance bien au-delà de ce qu'un mineur peut acheter normalement. La législation dit quoi sur l'airsoft très précisément ? Alors en fait, elle est très très légère. On a un décret, le décret 99-240, qui interdit la mise à disposition des répliques d'une puissance de plus de 0,08 joules aux mineurs. En dehors de cet aspect-là, la législation ne dit rien du tout par rapport à l'activité airsoft. Après, on a la législation classique, on va dire, qui va réglementer des choses qui vont toucher l'airsoft comme d'autres activités, comme par exemple le fait d'accueillir des mineurs pour une activité extérieure, par exemple. Cette législation devrait évoluer, selon vous, être plus restrictive ? Alors, moi, je pense pas. Je pense simplement qu'il faudrait que la communauté fasse un effort. Nous, c'est quelque chose qu'on s'applique à faire au sein de la fédération, de communication. Parce qu'on se rend compte il y a beaucoup de personnes qui pratiquent l'airsoft parce que aujourd'hui c'est facile avec internet de se mettre à une nouvelle activité sans forcément aller rencontrer les associations qui s'en occupent. Et du coup on a beaucoup de ces personnes qui vont pratiquer l'airsoft de manière complètement irresponsable, mais pas forcément de façon voulue. Simplement un manque d'information, un manque de renseignements qui fait que ces personnes ne vont pas pratiquer dans des bonnes conditions. Donc le fait de durcir la législation, moi je pense pas que c'est quelque chose qui pourra servir dans ce sens-là. Ça va juste embêter les personnes qui sont déjà responsables. Pour moi, c'est simplement un effort de encore plus d'ouverture. C'est quelque chose qui est délicat parce que on a forcément une mauvaise image auprès de certaines personnes par rapport à l'utilisation de répliques d'armes, ce qui est tout à fait compréhensible. Et c'est pour ça qu'il est important d'être responsable. Et donc être responsable, s'ouvrir, faire voir un petit peu la bonne pratique. La première valeur de l'airsoft, c'est le fair play. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est important de communiquer dessus. Benoît Marius, le président de la Fédération française d'airsoft. On marque une pause et on parlera de toute l'actualité internationale de ce week-end. Radio One, le Sunday Time. « 200 migrants bloqués à 20 000 entre Italie et France. Depuis jeudi, près de 200 migrants sont donc bloqués par les policiers français à la frontière franco-italienne. Ils ont manifesté pacifiquement à 20 000 et puis entamé une grève de la faim. Les policiers italiens ont donc tenté de les disperser, puis ils se sont réfugiés sur les rochers en menaçant de se jeter dans la Méditerranée. La situation est donc confuse et sensible. On écoute Philippe de Botton de Médecins du Monde. Donc on a été faire une évaluation un peu de la situation, d'une part à la frontière, vraiment donc la vraie frontière entre l'Italie et la France qui se trouve à 10 km de Ventimille. Il y a donc actuellement une centaine de migrants, principalement des hommes, quelques femmes également, qui ont passé la nuit dernière là-bas, qui avaient été refoulés par la police française et donc ils ont été raccompagnés à la frontière et là ils sont dans des conditions humanitaires catastrophiques, pas de nourriture, pas d'eau, pas de quoi se laver, etc. Donc c'est une véritable urgence humanitaire et la France a une très grosse responsabilité puisqu'elle n'assume pas son rôle d'accueil, de dignité des personnes. L'Europe se décharge sur l'Italie à Ventimille, donc nous sommes à Ventimille, mais bon, le problème reste entier puisque la France bloque, au même titre qu'à l'heure actuelle les migrants sont bloqués sur Paris et sont bloqués plus de 3000 sur Calais. Philippe de Botton donc de l'association Médecins de Monde. En Algérie, le président Bouteflika doit recevoir François Hollande demain lundi pour une visite de travail. Pour l'ancien premier ministre algérien Alice Benfis, cette visite du président français intervient au moment où il y a une vacance du pouvoir. Cette vacance de pouvoir dure depuis longtemps. Les élections du printemps 2014 ont reconduit cette vacance et le président ne s'est pas adressé à la population depuis le 8 mai 2012.
avec qui François Hollande va-t-il donc s'engager? C'est ce que l'on peut donc se poser comme question au jour d'aujourd'hui. En tout cas, on en saura plus tout au long de la semaine. En Suède, le prince Carl Philippe de Suède, 3e dans l'ordre de succession, et sa fiancée Sofia Elgvist se sont dit oui samedi devant des milliers de Suédois. La cérémonie religieuse avait débuté à 16h30 à la chapelle royale du Palais Royal. Et comme Kate Middleton, Sofia est aussi une roturière, mais avec un passé un peu plus sulfureux que la princesse britannique. Le sommet entre les pays d'Amérique latine et l'Union européenne, le CELAC-UE, s'est ouvert ce mercredi 10 juin. Il s'agit d'un sommet surtout économique, et alors que l'Europe tente de sortir de la crise, l'Amérique latine peut être une réelle opportunité de développement pour les grandes industries, mais aussi pour les petites et moyennes entreprises, alors que le continent émergent voit sa classe moyenne grossir. À Santiago du Chili, Claire Martin s'est rendue dans le quartier de Santan, en référence à Manhattan, où l'enseigne française Paul vient d'ouvrir une boulangerie. Reportage. Eh bien, on va rentrer, on va faire connaissance avec le directeur de Paul au Chili, c'est Jorge Goles. En 2009, j'avais pris un premier contact avec la famille propriétaire de Paul, leur expliquant l'intérêt qu'ils auraient à s'implanter en Amérique latine. Mais à l'époque, ils m'avaient expliqué que c'était hors de question. Ils pensaient que la culture du continent était plus américaine que française. Et je crois que c'est justement après avoir exporté leur marque aux États-Unis en 2011 qu'ils ont changé d'avis. On a signé le contrat en 2013. En moins d'un an, la chaîne a déjà ouvert 3 locaux, un record pour Paul. L'économie du Chili est ouverte au monde depuis 25 ans. Il n'y a pas de droit de douane aux frontières. C'est un petit pays, du coup, tout existe déjà pour l'import-export. La compétition y est féroce, mais il existe une forte demande pour les marques internationales reconnues dans le monde. D'autant que le Chilien voyage beaucoup et chaque fois plus, et que le revenu par habitant augmente. Du coup, tout coïncidait pour que le Chili devienne un pôle de développement pour tester le marché et une plateforme de lancement vers l'Amérique latine. La cliente Nicole Ramouy était une inconditionnelle avant même que la chaîne ne s'installe au Chili. Quand je voyage, j'aime aller dans ce café. Je suis donc enchantée que Paul se soit installé à Santiago. Les pâtisseries françaises, la baguette. En plus, les cafés Paul sont tous pareils dans le monde. Du coup, quand je suis à l'intérieur et que je ne regarde pas dehors, j'ai l'impression d'être dans un autre pays. Voyager sans aller loin, c'est aussi ce que représente le mall au Chili. Tout près de Sanatan, le Costanera Center, un centre commercial de 5 étages pris d'assaut par les classes moyennes. Une boutique est particulièrement prisée, H&M. La marque suédoise de vêtements a débarqué au Chili il y a 2 ans. Le succès est tel qu'il faut parfois faire la queue pour entrer. C'est la première fois que je viens et j'adore. Tout est si beau. J'ai vu beaucoup de vêtements qui ressemblent à ceux que portent les stars, les chanteurs. Acheter pareil qu'à Paris, Berlin ou Londres est un signe d'élévation sociale pour des classes moyennes lancées dans une consommation forcenée. Transport, énergie, services, technologie, infrastructure, construction. Le pays se développe tout azimut pour faire face à la demande. Le développement de l'Amérique latine et de ses classes moyennes pourrait être un nouvel oasis pour les investissements et la création d'entreprises européennes. Voilà donc le reportage de Claire Martin. On marque une pause et puis toute l'actualité sportive du week-end. Radio One, le Sunday Time. Et la première actu sportive du week-end, c'est les 24 heures du Mans et la Porsche hybride numéro 19 a devancé une autre voiture de la marque allemande, la numéro 17 au terme des 24 heures du Mans. Très inexpérimenté, les 3 pilotes vainqueurs, l'allemand Nico Hülkenberg, le néo-zélandais Earl Bamber et le britannique Nick Tandy ont réalisé la course parfaite pour remporter la course et offrir à Porsche sa 17e victoire dans cette course d'endurance mythique.
En rugby, le Stade français a été sacré champion de France en battant en finale Clermont 12-6 au Stade de France. Clermont échoue donc pour la 11e fois de son histoire sur la dernière marche du championnat pour un seul titre en 2010. Pour Paris en revanche, il s'agit du 14e titre pour le club parisien, le premier depuis 8 ans. Il y avait également du cyclisme et le critérium du Dauphiné, dernière étape aujourd'hui, et c'est Chris Froome qui a remporté ce critérium pour la deuxième fois de sa carrière. Vainqueur de la dernière étape à Modane-Valfréjus, le Britannique a repris ses 18 secondes de retard sur Van Garderen pour lui chipper le maillot jaune. L'Américain a terminé deuxième au classement général. Rendez-vous donc début juillet pour la suite du cyclisme, et ce sera bien évidemment le départ du Tour de France. Nicolas Mahut s'est imposé en tennis en finale du tournoi de Hertenbosch face au Belge David Goffin 7-6, 6-1. Ce dimanche, le Français de 33 ans remporte ce tournoi pour la deuxième fois après 2013. Et puis toujours en tennis, Rafael Nadal titré à Stuttgart pour son deuxième titre de la saison. Il a dominé Victor Troicki 7-6, 6-3 et l'Espagnol permet donc de peaufiner sa préparation pour Wimbledon qui commence dans 3 semaines déjà. En football à présent, l'équipe de France féminine, l'une des nations favorites pour conquérir la Coupe du Monde 2015 au Canada, s'est inclinée face à la Colombie 2-0, but marqué par Andrade en première période et Ousmé en toute fin de match. Les Françaises restent en course pour la qualification en 8e de leur groupe avant la dernière rencontre au Mexique dans la semaine. Et puis toujours en foot, mais désormais chez les hommes, l'équipe de France s'est inclinée 1-0 ce samedi à Tirana face à l'Albanie, une semaine après la défaite face à la Belgique 4-3. Les joueurs de Didier Deschamps n'ont pas su réagir et terminent la saison sur une mauvaise note. C'est dommage. Un mot également de transfert, et Guingamp aurait accepté l'offre de transfert faite par Marseille pour Claudio Beauvou, a déclaré l'attaquant à Téléfoot ce matin. Autre info, Nabil Fekir qui a déclaré dans une interview qu'il souhaitait encore porter les couleurs de Lyon la saison prochaine. Et puis enfin, après son passage raté à Manchester United, l'attaquant de Monaco pourrait être de nouveau prêté en Angleterre, cette fois à Chelsea. Reportage à présent autour du scandale de la FIFA. De révélation en révélation, le monde du football est entaché depuis 10 jours par des soupçons de corruption au sein de la FIFA, une corruption qui retentit jusque sur les pelouses des clubs de football amateur. Le Chennai 78 Football Club en région parisienne entraîne 585 licenciés pour un budget total de 180 000 euros pour cette année. Comparé aux millions d'euros qui sont au cœur de ce scandale, l'affaire n'a pas manqué de provoquer une certaine incompréhension au sein des membres de ce club de football. Reportage avec Alice Pozilski. Mercredi, c'est jour d'entraînement au Chennai Football Club. Tout l'après-midi et jusqu'au soir, les matchs s'enchaînent sur 2 terrains, l'un en terre battue, l'autre en synthétique. C'est là, sur un banc de touche, qu'est assis Yvan Giordano. Ancien joueur, ancien entraîneur, aujourd'hui, il accompagne son petit-fils Rubin, mordu de foot, comme son grand-père. Regardez le football et la FIFA, qui est un monde avec une économie milliardaire. Et on vient ici sur un terrain de football, il y a à peu près 80 gosses qui jouent sur un demi-terrain. Ils n'ont pas assez de terrain pour jouer. Au milieu des jeunes joueurs, Pascal, survêtement noir de la tête aux pieds, est entraîneur bénévole. Pour lui, le scandale de la FIFA révèle une différence fondamentale entre le football professionnel et le football amateur. Cette différence, c'est l'argent. Nous, on vient après notre travail. On commence à 6h du matin, on finit à 13h30. Je ne compte pas mes heures. Mais eux, s'ils comptent leurs heures, eux c'est un sou. Mais nous, c'est pas un sou. Nous, on le fait, c'est pour notre plaisir. Donc on ne peut pas être crédible. C'est pas possible. Que nous, on ne parle pas d'argent parce qu'on n'en a pas. Voilà. L'argent, une différence qui éloigne la FIFA des petits clubs amateurs. Olivier Jourdan est le responsable de l'école de foot. On fait du football, c'est le même sport à la base, mais c'est complètement différent. Là, c'est carrément politique. Blatter avait vraiment un pouvoir absolu, quasiment chef d'État. Donc voilà, quoi, au niveau de la gestion de son organisation, nous on en est très très loin. Le football, le vrai, c'est là.
Hier, un entraîneur bénévole d'origine albanaise montre du doigt le terrain de foot. C'est quand vous voyez les gosses là jouer là, vous voyez leurs yeux, ils prennent du plaisir à jouer et tout ça. C'est ça le vrai football. Le reste après, ils n'ont rien à voir avec nous, avec le vrai football. En fin d'après-midi, les plus jeunes laissent place au U17, l'équipe des 17 ans. Baptiste Marais est au bord du terrain, il est en train de se changer. Ce passionné s'imagine un jour footballeur professionnel, même si ce monde est selon lui en dehors de toute réalité. Déjà les joueurs, rien que ce qu'ils gagnent, c'est quand même aberrant de voir une telle somme d'argent pour un seul joueur qui se déplace sur un terrain pendant 90 minutes alors que nous on est en train de galérer à payer des transports qui deviennent de plus en plus chers. Pour Baptiste, comme pour les autres joueurs, les soupçons de corruption à la FIFA, ça se discute dans les vestiaires. Mais sur le terrain, il n'y a plus qu'une chose qui compte, le jeu. C'est la fin de ce journal, tout de suite le rappel des titres de l'actualité, puis ensuite ce sera l'actu bourse de la semaine. Et puis Karl nous rejoindra, on parlera justement de l'avenir de la Grèce. Est-ce l'Europe ou l'indépendance ? Radio One, le Sunday Times. 19h30. Radio One, le journal. Et à 19h30, le rappel des titres de l'actualité. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a annoncé aujourd'hui sur France 3 l'interdiction de la vente en libre service dans les jardineries du désherbant vedette de Monsanto, le Roundup, afin de lutter contre les effets néfastes des pesticides. Les hôpitaux de Paris et la direction de l'assistance publique des hôpitaux de Paris proposent une autre approche aux syndicats afin de renouer le dialogue sur l'organisation du temps de travail et les 35 heures, un geste qui intervient après 3 jours de grève en moins d'un mois et la menace d'un 4e. Les 24 heures du Mans et l'allemand Nico Hülkenberg, le néo-zélandais Earl Bamber et l'anglais Nick Tandy ont remporté le 83e édition des 24 heures du Mans devant la Porsche 919 hybride. Le robot Philae, qui était endormi sur la comète Chury depuis la mi-novembre, s'est réveillé dans la nuit. Bonne nouvelle donc, les recherches vont pouvoir se poursuivre. Et puis Vinexpo, en inaugurant ce matin le 18e salon international de Vinexpo, le président François Hollande a loué l'excellence de la filière vitivinicole de la France, mais insisté sur la nécessité de préserver le modèle de consommation responsable fixé par la loi E20, tout en clarifiant si besoin. C'est 19h32 et c'est Grégoire de Bourse du Futur qui nous a rejoint. Bonsoir Grégoire. Oui, bonsoir. On va revenir donc avec vous sur toute l'actualité bourse de la semaine. Tout à fait. Alors cette semaine en bourse, donc le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a déclaré qu'il attendait toujours une contre-proposition du Premier ministre grec sur les moyens de résoudre la crise. Les comptes annuels de compagnies industrielles et financières d'entreprise CIFE au 31 décembre 2014 ainsi que les comptes consolidés ont été approuvés sans modification par l'Assemblée générale mixte des actionnaires au 11 juin 2015. Avancest annonce le succès de son augmentation de capital. La totalité des actions offertes est de 30 millions d'euros, avec actuellement 46 millions d'actions disponibles à 12 centimes l'action. Happy Capital élargit son offre et baisse le montant minimum de ses campagnes à 75 000 euros. Le CAC 40 est de moins 1,41% à 4 901,19 points. Le Dow Jones à moins 0,78% à 17 898,84 points. Le lingot d'or a subi une petite baisse, il est actuellement à 33 250 euros.
et le baril de pétrole à 64,66 $. Par ailleurs, une nouvelle société d'investissement, Ligreo, pourrait bien commencer son activité dès début 2016. Voilà. Merci beaucoup Grégoire pour toutes ces précisions autour de la bourse, et on se retrouvera pas la semaine prochaine puisque exceptionnellement il n'y aura pas de Sunday Time, mais dimanche 28. À très bientôt Grégoire. Merci. À très bientôt, merci. Radio One, le Sunday Time. Et à 19h35, on est à présent avec Karl. Bonsoir Karl. Bonsoir Martin. Alors c'est un véritable poker menteur. Après avoir quitté la table des négociations, le gouvernement grec se veut plus conciliant et promet de faire des concessions. Mais alors justement Karl, quel est l'avenir de la Grèce? Est-ce l'Europe ou bien l'indépendance? Ah, c'est une excellente question. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras s'est entretenu mercredi soir avec la chancelière allemande et le président français en marge d'un sommet entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Les dirigeants de l'Allemagne, de la France et de la Commission européenne ont sommé la Grèce de s'entendre avec ses créanciers internationaux, plutôt que de chercher à obtenir des conditions plus avantageuses à des fins politiques. Les dernières propositions de réforme d'Athènes pour obtenir une nouvelle aide financière ne correspondent pas à ce qui a été convenu il y a une semaine, et la balle est clairement dans le camp du gouvernement d'Alexis Tsipras, a déclaré la Commission européenne. Angela Merkel et François Hollande se sont tenus en fin de soirée à Bruxelles avec le Premier ministre grec pour répéter ce message et ont convenu d'une intensification des discussions. Les Européens ont compris qu'il faut une solution viable pour la Grèce. À court d'argent, a déclaré le Premier ministre grec. Au sortir de la réunion, qu'il a qualifiée de très amicale, Alexis Tsipras avait auparavant rencontré le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Le porte-parole du gouvernement allemand a également évoqué mercredi soir un échange de vues dans une atmosphère constructive sur l'état des discussions entre le gouvernement grec et les trois institutions créancières du pays, UE, FMI et BCE. La Grèce, dont la situation financière continue de s'aggraver, cherche à conclure un accord avec ses créanciers sur un ensemble de réformes économiques en échange d'une aide pour ne pas faire défaut sur sa dette à la fin du mois, quand elle pourrait devoir rembourser 1,6 milliard d'euros au Fonds monétaire international FMI. S&P abaisse encore sa note sur la Grèce. Standard & Poor's a abaissé mercredi la note souveraine de la Grèce de CCC+ à CCC, en estimant que la dette du pays n'était pas soutenable sans une forte croissance et de profondes réformes du secteur public. Et alors justement, d'où viendra cette forte croissance, Karl? Personne ne le sait, Martin. Personne ne le sait. Pas des US, ni de l'UE, et encore moins du Japon. Ça limite les possibilités. Le report par la Grèce d'un paiement au Fonds monétaire international dû le 5 juin semble démontrer qu'elle privilégie les retraites et les dépenses publiques au service de sa dette, écrit l'agence de notation dans un communiqué. La perspective de la Grèce est négative en raison du risque d'un assèchement encore plus prononcé des liquidités nécessaires au service de sa dette, à ses banques et à son économie, ajoute S&P. En effet, depuis le début de l'année, 25% du PIB est sorti des banques grecques, ce qui les affaiblit et les met en situation de grande tension. Et alors toutes ces déclarations et donc le changement de perspective de S&P sont-ils faits pour préparer l'opinion à un défaut de la Grèce? Possible, mais il est très difficile d'y voir clair dans cette mise en scène théâtrale. Tout ce que l'on sait, c'est que la pression s'intensifie sur la Grèce. Néanmoins, personne ne voulant être vu comme responsable, l'agonie de la dame aux camélias d'Athènes peut durer encore longtemps. Alors quelles options pour la Grèce? Le défaut ou pas. Chacune de ces options aura des conséquences. Les conséquences les plus complexes seront celles produites par le défaut. Quelles seront-elles? Les conséquences de ce défaut seraient nettement plus importantes sur les partenaires de la Grèce que pour la Grèce elle-même. Pour les partenaires de la Grèce,
Non seulement faudra-t-il gérer les conséquences économiques d'un défaut, ce qui impliquera une nouvelle action de la BCE, mais ce sont surtout les conséquences financières et politiques qui poseront problème. D'un point de vue strictement financier, la réalité d'un défaut dans la zone euro lancera un mouvement spéculatif et l'on cherchera à deviner quel sera le prochain pays qui sera le maillon faible. D'ores et déjà, on constate que les bons du trésor portugais, italiens et espagnols voient leur taux monter rapidement. Mais c'est surtout politiquement que le choc sera le plus important. Toutes les idioties, toutes les stupidités crasses sur cela ne peut pas arriver, ayant été démenties, se posera immédiatement le problème de l'euro. Bien entendu, les gouvernements tenteront de limiter ce choc politique. Mais s'il y a bien une chose que nous a appris la crise financière russe d'août 1990, c'est que les conséquences politiques d'un événement dont tout le monde pensait qu'il était impossible sont dévastateurs pour l'idéologie qui la proclamait, soi-disant l'impossibilité de cet événement, pardon. Il est certain que les responsables européens sont conscients, du moins en partie, de ce problème. Mais on peut penser que, pris dans la logique de la négociation et de ses détails, ils ont perdu la compréhension de la nature stratégique de la situation présente. Le fait que la question d'un possible défaut grec n'ait été abordée par l'Europe que jeudi le démontre. On peut penser que ces responsables, à tous les niveaux, sont désormais confrontés à une situation dont les déterminants leur échappent. Un défaut de la part de la Grèce impliquerait non seulement la dévalorisation radicale des créances grecques détenues à titre bilatéral par différents États de la zone d'euro ou détenues par le MES, mais aussi l'impossibilité d'user de ces titres comme collatéral dans le cadre du mécanisme d'aide d'urgence à la liquidité, ELA, mis sur pied par la Banque Centrale Européenne. Le défaut entraînerait la suspension immédiate de l'ELA et obligerait le gouvernement grec à user d'instruments monétaires constituant une proto-monnaie, instrument qui en quelques semaines deviendrait une monnaie alternative. Notons que, dans ce scénario, le gouvernement grec est obligé de créer ces instruments et qu'il peut prétendre que c'est contraint et forcé par l'attitude de la BCE qu'il le fait. Ouvertement, le gouvernement grec pourrait continuer à prétendre qu'il entend rester au sein de la zone euro tout en mettant sur pied le processus qui, dans les faits, aboutira à la recréation de la drachme. Le gouvernement grec pourrait continuer à prétendre qu'il n'a pas voulu ce défaut et cette sortie de l'euro, tout en se préparant à encaisser les bénéfices de cet événement. Et ces bénéfices sont bien plus importants que ce que l'on en dit. Et alors justement, quels seraient ces fameux bénéfices qui paraissent plus importants ? Malgré que des sommes importantes soient sorties de Grèce, puisque depuis le mois de février, plus de 30 milliards d'euros estimés, détenus par des acteurs grecs sur des comptes à l'étranger, sont sortis des banques grecques. Une fois la drachme créée, ces sommes reviendraient en Grèce et compte tenu de la dépréciation de la drachme par rapport à l'euro, les acteurs, entreprises et ménages qui ont fait sortir ces liquidités gagneraient en pouvoir d'achat en Grèce. On peut penser que le gouvernement grec pourrait alors rétablir un contrôle d'échange et prélever une faible taxe autour de 5% sur ces retours, ce qui permettrait aux ménages et entreprises de légaliser une partie de leurs avoirs, tout en donnant au gouvernement grec des moyens financiers supplémentaires pour compenser la partie de la population qui n'a pas pu sortir des liquidités. Ce retour de l'argent détenu à l'extérieur pourrait bien être l'équivalent de ce que le gouvernement grec a demandé à l'Union européenne, soit un plan d'investissement. Compte tenu de l'amélioration de la compétitivité des exportations grecques du fait de la dépréciation de la drachme, l'effet positif de ce mécanisme pourrait bien être important. Bien entendu, la Grèce devra faire face à un choc d'inflation importé, mais pour une dépréciation de 30% de la drachme par rapport à l'euro, ce choc ne devrait pas excéder 6 à 8% la première année et certainement moins, entre 4 et 6% la seconde. Par contre, les effets positifs sur l'économie et sur le secteur touristique en particulier pourraient être très importants. Et oui. Donc en conclusion, Karl, quel est cet avenir pour la Grèce ? L'Europe ou l'indépendance ? On ne peut pas être indépendant si on est endetté. Et tant que la Grèce restera dans le cadre légal que lui impose l'euro, elle n'a aucune chance de s'en sortir. Par contre, si elle prend le risque de sortir, alors elle a beaucoup plus de cartes en main
qu'on ne veut nous le faire croire. La Grèce va faire défaut et sortir de l'euro avec 1,6 milliard d'euros à rembourser en juin. La date est déjà dépassée. 3 milliards d'euros à rembourser en juillet et 3 en août. L'été sera chaud, voire torride. La Grèce n'a pas cet argent. Ce défaut devrait être officiel fin juin, début juillet. Les marchés actions, qui baissent depuis jeudi dernier, devraient continuer à le faire après l'annonce qui va les plonger dans l'incertitude. Et si d'autres pays du club Med en profitaient pour faire eux aussi défaut, affaire à suivre. Affaire à suivre exactement, et oui. Merci beaucoup Carlet, à très bientôt dans le Sunday Time. Affaire à suivre, on en reparlera. À suivre justement une information un petit peu plus légère. On parlera de sport et justement faut-il être inquiet pour l'équipe de France. On en parle avec Florian Boras dans 30 secondes. Radio One, le Sunday Time. Et Florian Porras nous a à présent rejoint. Bonsoir Florian. Bonsoir Martin, bonsoir à tous. Alors, défaite hier soir face à l'Albanie 1-0, défaite également face à la Belgique le week-end dernier 4-3. Faut-il être inquiet pour l'équipe de France ? Alors, nous sommes à très exactement 361 jours du championnat d'Europe de football 2016 qui se jouera donc entre le 10 juin et le 10 juillet 2016 en France. Les Bleus évolueront donc à domicile et seront bien évidemment plus qu'attendus lors de cette compétition. Mais les Bleus viennent donc d'encaisser 2 défaites consécutives face à la Belgique au Stade de France 4-3, c'était dimanche dernier, puis une autre défaite hier face à l'Albanie 1-0. Ce qui effraie beaucoup de monde en France, que ce soit les journalistes ou les supporters. D'ailleurs, selon un sondage effectué par l'équipe, 62% des votants sont inquiets pour l'équipe de France à moins d'un an de l'Euro. Voici 6 raisons qui montrent qu'il faut se rassurer et ne pas s'inquiéter pour les Bleus malgré ces 2 défaites d'affilée. Raison numéro 1. Lors de ces 2 matchs, les Bleus n'étaient pas au complet. Il manquait en effet de nombreux titulaires à l'équipe de France. Des titulaires habituels qui font souvent la différence manquaient à l'appel lors de ces 2 dernières rencontres. Tout d'abord, l'absence de Karim Benzema s'est beaucoup ressentie lors de ces 2 matchs. Un Olivier Giroud pas au niveau, qui a manqué de nombreuses occasions, a empêché l'équipe de France de prendre les commandes. Depuis le début de la saison, l'attaquant d'Arsenal a joué 4 matchs avec les Bleus. Il a tiré seulement 5 fois et sur ces 5 tirs, 3 n'ont pas été cadrés. Pathétique. Deschamps, selon moi, devrait plutôt penser à aligner Loïc Rémy ou encore le Lyonnais Alexandre Lacazette en remplacement de Karim Benzema. L'absence de Paul Pogba s'est faite également percevoir. Lors du match de dimanche dernier face au Diable Rouge, le sélectionneur des Bleus a été obligé d'aligner Yohan Cabaye. Cabaye, sérieusement. Un match tout simplement mauvais qui vient confirmer une saison blanche pour l'ancien Lillois, quasiment jamais aligné d'entrée par Laurent Blanc avec le PSG. Les rares fois où il joue d'entrée, il ne montre rien et joue mal. Il ne sert plus à rien avec l'équipe de France. Evra et Debuchy ont également manqué lors du match face à la Belgique. Même le défenseur droit des U13 de l'équipe de France centre mieux que Bakary Sagna. Une qualité de centre pourrie et un niveau loin d'être international. Vite revient Mathieu Debuchy. Et puis Tremoulinas, bon lui encore ça peut aller, mais son niveau est quand même loin d'égaler celui du vice-champion d'Europe avec la Juventus, Patrice Evra. Et puis l'arrivée de nouveaux visages chez les Bleus, comme par exemple Paul-Georges Ntep, Alexandre Lacazette ou encore Nabil Fekir, donne de la fraîcheur à l'équipe de France et apporte offensivement. On l'a vu lors de la fin de match face aux Belges avec un but où Ntep fut passeur et Fekir finisseur. Des petits jeunes donc qui apporteront certainement aux Bleus jusqu'au début de l'Euro et qui pourront peut-être faire réfléchir Didier Deschamps qui pourrait les appeler pour la compétition. Raison numéro 2, une raison simple, il ne faut pas oublier que ces 2 matchs étaient amicaux et sans enjeu pour les Bleus qui sont qualifiés d'office pour l'Euro car pays organisateur. Raison numéro 3, les Bleus étaient certainement déjà en vacances, surtout pour le match face à l'Albanie, le dernier de la saison. Un manque de concentration et d'envie de jouer peuvent justifier cette défaite face à la 51e nation du classement FIFA. Ce qui est sûr, c'est qu'un réveil des Bleus sera attendu début septembre lors du déplacement au Portugal de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui a ce week-end inscrit un triplé face à l'Arménie et a permis à son équipe de s'imposer 3-2.
Raison numéro 4, nous ne sommes pas les seuls, amis français, à avoir perdu des matchs où l'adversaire était censé être moins bon et moins fort. Prenons par exemple les Pays-Bas, troisième actuellement troisième de la dernière Coupe du Monde, qui sont pour l'instant troisième de leur groupe de qualification à l'Euro. Les Oranges ont 2 défaites à leur actif face à la République tchèque et face à l'Islande, qui sont en soi 2 nations qui n'ont aucune chance de rêver au titre en 2016. L'Espagne aussi est loin de faire peur. La Roja est elle 2e de son groupe derrière la Slovaquie qui l'a battue 2-1. L'Allemagne, championne du monde en titre, est elle aussi 2e de son groupe d'éliminatoires. Une défaite face à la Pologne empêche la Nationalmannschaft d'être première de sa poule en ce moment. D'ailleurs, il y a une semaine, les Allemands ont été battus en amical face aux États-Unis 2-1. Et puis pour finir, les Belges aussi ne font pas que gagner. Certes, les coéquipiers d'Eden Hazard nous ont battus dimanche, mais ils ont été dominés vendredi par le Pays de Galles de Gareth Bale et d'Aaron Ramsey, ce qui les place pour l'instant en 2e position du groupe B de ces éliminatoires. Oui, chers amis français, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas les seuls à perdre. Raison numéro 5, lors des 12 mois qui ont précédé le début de la Coupe du Monde 1998, les Bleus ont joué 11 matchs et en ont perdu 2 pour 4 matchs nuls. Et puis ces matchs que les Bleus n'ont pas réussi à gagner n'était pas forcément face à de grosses nations. Un nul 3 partout face à la Norvège, un autre match nul face au Maroc, une défaite face à la Russie, même pas qualifiée pour le mondial. Bref, à un an de la Coupe du Monde 98, les Bleus pataugeaient aussi et devaient faire face aux critiques. La suite, on la connaît, les Bleus ont été champions du monde. Alors pourquoi pas ne pas aller chercher une 2e étoile dans un an? Le rêve est permis. La dernière fois que les Bleus avaient accueilli une coupe, ils l'avaient remportée, c'était bien sûr il y a 17 ans, le 12 juillet 1998. Et puis raison numéro 6 et dernière raison, les Bleus seront dans le chapeau 1 lors du tirage au sort de la phase finale de l'Euro. Cela veut dire que l'équipe de France ne se retrouvera pas avec des cadors du football européen dans son groupe, puisque les 5 autres équipes du pot 1 seront normalement l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre. Les 2 équipes qui seront à éviter pour les Bleus sont le Portugal, qui se retrouvera dans le chapeau 2 normalement, et la Belgique, qui elle sera dans le chapeau 3. Si les Bleus évitent ces 2 sélections dès les phases de groupe, ils retrouveront en 8e de finale une équipe qui aura terminé 3e de son groupe, puis en quart de finale, une nation qui aura fini 2e de sa poule. Les Bleus devraient donc en principe pouvoir se hisser jusqu'aux demi-finales. Le plus dur restera ensuite à venir pour pourquoi pas être sacré champion d'Europe pour la 3e fois après 1984 et 2000. Alors j'espère vous avoir convaincu, ne vous en faites pas pour les Bleus, ne vous inquiétez pas. Ils assureront à l'Euro, vous verrez. Pas d'inquiétude avec toi Florian. On te retrouve bien évidemment samedi 19h-20h pour une nouvelle édition de Foot One, toute l'actu du foot, l'émission de Radio One. Tout à fait, merci Martin. Merci Florian et à très bientôt. Voilà, 19h52, c'est sur ce mot de foot que nous clôturons cette émission. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Et rendez-vous non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours pour une nouvelle édition du Grand Show de l'Info. Et oui, toute notre équipe prend une petite semaine de vacances. À bientôt. Radio One, le Sunday Time.